Parlons des Tutsis. Qui sont les Tutsis? Anthropologiquement. C'est une ethnie. Les Occidentaux, pour diviser les Africains, racontent des mensonges. Vous voyez des pseudo-spécialistes des Grands Lacs qui viennent à la télévision, écrivent des ouvrages sur les Tutsis. Fabrice, je mets au défi tout anthropologue occidental qui prétend avoir mené des recherches de nous donner anthropologiquement le sens de Tutsi. Il n'y a aucune ethnie qui s'appelle Tutsi. C'est vendu comme tel. C'est parce que les Occidentaux ont créé une anthropologie, une géoethnie, comme on dit souvent, président, ils acceptent. qui divise un peu. Qui est le royaume, j'ai souvent dit ça, le royaume de l'Urundiranda. Oui. C'est un vieux royaume que les Allemands ont trouvé. C'est les Allemands qui ont colonisé l'Urundiranda. Tout à fait. Ce royaume, avec 4 castes, 4. J'en connais encore 3, parce que la dernière, il faut aller fouiller encore les documents anthropologiques sur lesquels nous avons travaillé. Vous avez la caste des éleveurs, Tutsi, la caste des agriculteurs, Hutu, la caste des forgerons, les Tois, qui sont chez nous ce qu'on appelle les pygmées. Vous avez les Bayas et d'autres communautés pygmées au Cameroun. Voilà 3 castes qui formaient un seul peuple. Le génocide rwandais, c'est l'institutionnalisation de la division du peuple rwandais en plusieurs groupes sur la base de la manipulation des catégories sociales. L'usage d'une catégorie sociale comme ethnie, c'est un banditisme. Les Tutsis ne sont pas... Ils parlent la même langue que les Hutus. C'est la musicalité. Vous connaissez le pays des Hutus, non? C'est le Burundi. C'est la musicalité dans la langue qui change. Ça veut dire qu'après, je vais prendre un exemple, vous connaissez bien ça. Ça veut dire que si on prend un bassin d'Union Ekele, et on prend un bassin de la Sanaga maritime, qui est purement dans le pays, disons un Bikok, et les deux dans leur palais, le Bikok commence à dire, moi je suis un autre peuple. C'est pas possible. Ça a quel sens? Ça a quel sens? C'est du banditisme intellectuel. C'est des criminels. L'affaire de Burundi, du Rwanda a été construite d'abord du point de vue de ce qu'on appelle la science occidentale. On a construit l'ethnicité sur la base de la division des catégories sociales dans un royaume existant. Et maintenant, on a sédimenté ça dans ce qu'ils appellent le processus de sécularisation, à travers des individus comme Kagame, qui ont été les agents du génocide rwandais, oui, mais pas Tutsi. Génocide rwandais, où on a cinématisé une revanche des Rwandais contre des Rwandais, avec la bénédiction de l'armée française dans la fameuse opération Barracuda. On a monté, on a réussi à convaincre certains Rwandais que la musicalité de la même langue crée une différence ethnique. Puis, l'anthropologie kazakh-sioniste va aller jusqu'à, dans la hiérarchie des races, positionner le Tutsi comme un demi-kazakh. On le convainc que son nez filiforme, sa taille est lancée. C'est une taille qui est normale quand vous allez dans les peuples d'éleveurs, les Maasai par exemple, éleveurs et chasseurs, ils sont grands de taille. Les peuples d'éleveurs sont généralement très grands de taille. Les Bororo au Cameroun, ils sont grands de taille. Tout à fait. On va leur dire que non, ça c'est des traces du sémitisme. Vous êtes des sémites. Mais comment un aventurier du 16e, du 17e siècle peut arriver à déterminer la parenté anthropologique de quelqu'un qu'il a trouvé sur une terre qu'il ne connaissait pas avant? Donc au nom de cette demi-kazarité, de cette kazarité particulière parmi les Noirs, on leur a dit vous êtes spéciaux. Voilà ce qui est dans l'imaginaire de Kagame. C'est pourquoi une défaite militaire de Kagame sera la plus belle leçon donnée à tous ceux qui sont dans cette situation. Parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Beaucoup de peuples en Afrique ont été flattés comme ça. Merci. Pour faciliter la colonisation. On leur disait, vous, hein, vous êtes un peu plus proches de nous que les autres. Ils sont plus sauvages que vous. Kagame, au nom de ce mensonge donc, construit un pouvoir hégémonique et conquérant, colonisateur, à l'image de l'État kazakh qui est en Palestine.
Je n'ose plus appeler cet état du nom qu'on l'affût. Parce que c'est une imposture. Des Kazans ne peuvent pas venir être des imposteurs internationaux et nous adoubons ça. Les nommer comme ça, c'est assumer leur imposture ou bien valider leur imposture. Les Khazars, dont les cousins sont les... Erdogan, c'est leur cousin. Les Khazars vont donc faire croire aux gens comme Kagame qu'il est leur demi, il est leur cousin. Et qu'au nom de ça, il a le droit de coloniser lui aussi. Ils vont dire la même chose à Yoremu Museveni. Museveni et Kagame vont donc formaliser ça dans le soutien à Kabila. Un accord est passé dans le camp des Nations Unies pendant la rébellion de Kabila, sous l'égide de beaucoup de fonctionnaires des Nations Unies qui aujourd'hui font le Ponce Pilatus. Ah, nous on ne connaît rien là-dedans. Alors que c'est eux qui ont dirigé ça. Et on va assurer que l'Ouganda va partager les riches ressources du Sud Kivu avec le Congo, ainsi que le Rwanda jusqu'au Nord Kivu. Mais pourquoi le Sud, le Nord Kivu? Parce que c'est des zones hautement riches en terres rares. Le cobalt, le coltan, le tantal et même l'uranium. Des minerais critiques. Des minerais de haute importance stratégique dans les industries technologiques. Et que dire de ce récent partenariat conclu entre le Rwanda et l'Union européenne pour la livraison effective notamment de ces... C'est le machiavélisme en mondovision. Et eux-mêmes dans leur rapport disent que nous savons que le Rwanda ne possède pas ces richesses dans son sous-sol et donc est obligé de les trouver ailleurs. Qui bloque les résolutions aux Nations Unies? La France par exemple, quelquefois. Avec l'Union européenne. N'accusons pas un seul. L'Union européenne et la France bloquent les résolutions coachées par les États-Unis. Ne croyez pas que l'ambassadeur France peut arriver, il tient tête à l'ambassadeur des États-Unis. Non. Il est coaché par l'ambassadeur des États-Unis. Les multinationales principales bénéficiaires du cobalt et du coltan congolais dans les réseaux de contrebande, c'est les multinationales états-uniennes. Tout ça finit par arriver aux États-Unis. Il y a donc un intérêt d'une mafia internationale organisée à piller les ressources de RDC. Cet intérêt que cette mafia trouve dans le pillage de ces ressources est cristallisé dans les contrats, d'abord qui ont été formalisés dans la rébellion de Kabila, mais ensuite qui sont formalisés entre le Rwanda et les partenaires dits internationaux. Et c'est là où je n'aime pas quand le président Tshisekedi fait œuvre de naïveté en convoquant toujours cette fameuse communauté internationale. Moi je n'aime pas quand il fait ça. Qu'il arrête de pleurnicher devant une pseudo-communauté internationale. Tu ne peux pas appeler les criminels communauté internationale ou bien à l'aide. La bande de criminels qu'il appelle communauté internationale ne peut que piller le Congo parce qu'elle y trouve intérêt. Kabila, c'est Kabila sous Kabila que cette affaire donc de combattants rwandais va prendre fort. Parce que ces combattants rwandais vont venir avec l'armée rwandaise sur le territoire congolais pour renverser Mobutu. Quel était le problème de Mobutu? C'est qu'il était en train de vouloir donner le coltan et le cobalt aux Chinois. Et les États-Unis vont le renverser. Quand ils le renversent, les Rwandais décident de ne pas rentrer. Le chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est quoi? C'est Karega. Non, pas Karega, Karega c'était l'ambassadeur. Il y a un autre là. Un chef d'état-major de l'armée congolaise sous Kabila. Rwandais. C'était un Rwandais. On dénombrait je crois, une dizaine de généraux rwandais dans les rangs des FARDC. Les Congolais, les colonels se comptaient par centaines. Dans les rangs de l'armée de RDC, il y a eu beaucoup d'infiltrations rwandaises. C'est ça qui rend même ce combat d'abord difficile. Parce que la traîtrise, dans les hauts cercles de décision au Congo, elle est légion.